Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Merci d'être venus. Il manque encore beaucoup de participants. On en attend encore une trentaine d'après ce que l'on me dit. Mais comme l'heure avance, eh bien, nous allons bien évidemment commencer. Et nous vous remercions d'avoir été à l'heure, évidemment. Donc je suis François Caffarelli et j'ai le privilège, l'honneur, mais aussi la lourde tâche d'animer les 2 journées qui vont suivre et qui nous permettront de nous pencher sur la transition inclusive dans le cadre de ce colloque qui est organisé donc par le Comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale. Je l'aurais dit une fois et j'essaierai de ne plus le redire pour éviter de me tromper, parce que j'ai beaucoup de mal à mémoriser cet intitulé. Donc je suis maître de conférence à l'Université de La Réunion et donc je remercie notamment Christian Tessier ici présent de m'avoir convié. Professeur de droit donc, et vous pouvez vous dire finalement qu'est-ce qu'un professeur de droit vient faire dans cette galère pour parler de handicap et de transition inclusive. Eh bien tout simplement parce que le droit s'intéresse à toutes les questions de notre monde et notamment à la question du handicap. Et cette question du handicap est souvent une question qui permet d'aller à la limite du droit, aux limites du droit, pour percevoir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de proposer. Et c'est toujours un objet d'étude très intéressant parce qu'on arrive, en s'intéressant au handicap, à interroger la science juridique. Et comme je l'ai dit dans le cadre d'un séminaire l'année dernière à La Réunion, quand on réfléchit à la transition inclusive, ça me rappelle un ouvrage de 2 juristes belges. Donc, les Belges sont également des juristes de grande qualité, François Host et Michel van de Kerchove, ouvrage qui s'intitule « De la pyramide au réseau ». Alors, c'est un ouvrage ancien, mais qui traduit une évolution des règles de droit, une évolution finalement qui impliquerait qu'on changerait de monde. On quitterait finalement le territoire rassurant d'un monde organisé, en pyramide, stable, comme une pyramide, pour aller vers un univers beaucoup plus anarchique en apparence, beaucoup plus déconstruit, qui est celui du réseau. Et finalement, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, ce que vous vivez dans le cadre de votre activité professionnelle lorsqu'on s'intéresse à la désinstitutionnalisation ou à la transition inclusive en matière de handicap. Eh bien, on change également d'univers. On comprend que les personnes en situation de handicap ne sont pas toutes dans la même situation. Il y a des personnes qui peuvent parfaitement être intégrées à la vie sociale. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être intégrées. Et entre ces 2 extrêmes, il y a une infinité de situations qui obligent les acteurs que vous êtes, que nous sommes, à trouver la solution adaptée. Finalement, il n'y a pas de règle uniforme, il n'y a pas d'institution unique. Pour que ça fonctionne, on a besoin d'avoir une pluralité d'acteurs et d'avoir surtout des échanges entre ces acteurs. Et donc, lorsque l'on réfléchit à ce passage de la pyramide au réseau, on peut bien évidemment décliner ce concept, cette façon de voir les choses. C'est passer, par exemple, de politiques publiques qui seront pensées, élaborées dans les ministères, à une logique de droit que l'on va reconnaître à des individus, à des personnes, et ces droits pourront être mis en œuvre ou ne seront pas mis en œuvre, mais en tout cas, cette décision appartiendra aux personnes qui seront titulaires de ces droits. On passe également d'une logique de cadre juridique, donc de statut, de catégorie, à une logique de personne, à une logique de sujet. Et, peu importe le statut, ce qui compte, c'est que la personne puisse trouver son épanouissement. On passe d'une logique de trajectoire à une logique de parcours. On va devoir penser pour chacun un parcours qui lui est propre. On passe d'une logique d'action unilatérale des pouvoirs publics à une logique de concertation entre les différents acteurs publics. On passe d'une logique de compétence des institutions à une logique de projet pour l'individu, quitte à combiner les compétences de plusieurs institutions. Et concrètement, donc, comme je vous le disais, on change d'univers, on change de système, et c'est véritablement ce qui est à l'œuvre dans le cadre de la transition inclusive. Alors bien entendu, changer de système, tout mettre à plat, c'est extrêmement exaltant, stimulant, mais c'est également très inquiétant. Vous avez sans doute beaucoup d'interrogations, vous vous interrogez pour savoir ce que deviendront vos structures, pour savoir quel est le positionnement que nous devons aujourd'hui adopter pour véritablement nous adapter à cette transition inclusive. Et tous ces questionnements, en effet, peuvent parfois constituer des petits nuages noirs qui assombrissent le tableau.
Mais en tout cas, l'optimisme reste bien évidemment de mise, et les travaux que nous allons mener dans les 2 journées à venir, j'en suis sûr, seront de nature à nous rassurer collectivement sur l'utilité de la transition inclusive, sur la nécessité de la mettre en œuvre de façon efficace et rapide, et nous permettront de partager ensemble les expériences pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Alors le programme qui nous attend est relativement chargé, plus chargé aujourd'hui que demain. Alors, avant de vous en parler, je vais juste présenter rapidement les différents intervenants auxquels vous aurez affaire pendant ces 2 journées et qui s'efforceront bien évidemment de vous tenir en haleine. Alors, premier intervenant, sans doute le plus impliqué sur ces 2 journées, le professeur Daniel Boisvert, à ma droite, qui était professeur donc à l'Université Québec Trois-Rivières et qui est aujourd'hui le directeur du Consortium national de recherche sur l'intégration sociale. C'est donc un universitaire à l'origine, mais un universitaire qui est très vite sorti des murs de l'université pour aller se confronter à la réalité des institutions. Et il a, à de nombreuses reprises, accompagné des établissements sur la voie de la transition inclusive. Et il nous fera donc partager sa riche expérience de cette transition inclusive au cours des 2 jours qui viennent. Autre intervenante, Gwenaëlle Calvez, qui interviendra donc en fin de matinée. C'est une professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise. C'est la spécialiste française des discriminations positives. C'est celle qui connaît le mieux ces mécanismes qui sont apparus aux États-Unis dans le cadre des luttes pour les droits civiques. Et elle viendra nous expliquer finalement où en est le droit français par rapport aux discriminations, parce qu'avant d'envisager la transition inclusive, il faut bien qu'on ait en tête finalement quel est le cadre juridique qui s'applique, quelle est la situation des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que quand on parle de handicap, on parle nécessairement de discrimination, parce que s'il n'y avait pas de discrimination, nous ne serions sans doute pas là pour parler de transition inclusive, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc il y a des discriminations, et il est important de savoir ce que le droit prévoit pour gérer, pour lutter contre ces discriminations. Autre intervenant de grande qualité également. Vous n'aurez que des intervenants de grande qualité, bien sûr. Je ne me risquerai pas à établir une quelconque hiérarchie entre eux. Christian Tessier qui est le directeur du complexe, non pas du complexe, du pôle. Le terme complexe est connoté péjorativement, donc du pôle Edmond Albius, un pôle qui est géré par l'ALEFPA à La Réunion. Et donc, il gère un nombre important d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. C'est également le président du conseil d'administration du comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale. J'avais juré de ne pas le redire, mais finalement, ça va. Je commence à m'y faire. Donc, Christian est au cœur du processus de désinstitutionnalisation. Et nous avons la chance à La Réunion, parce que nous sommes tous les deux de La Réunion, d'avoir finalement l'opportunité d'expérimenter beaucoup de façon générale, parce que comme nous sommes loin, la métropole se désintéresse un petit peu de ce que nous faisons, et finalement c'est pas plus mal parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, et faire ce qu'on veut c'est parfois faire le meilleur. Et en matière de handicap, La Réunion est largement en tête des innovations que l'on peut mettre en œuvre, et donc Christian est un acteur central des politiques du handicap à La Réunion, et donc nous avons hâte de partager son expérience. Autre intervenant qui nous vient cette fois de l'attitude beaucoup moins clémente, désolé pour cette remarque de totale mauvaise foi, j'en conviens, Marc Palatte, directeur général du centre Saint-Lambert en Belgique. La Belgique est un très beau pays, mais il fait un peu moins beau qu'à La Réunion, il faut en convenir. Donc, directeur général du centre Saint-Lambert, Marc, finalement, depuis de nombreuses années, gère un centre, l'un des plus gros centres de Belgique qui accueille des personnes en situation de handicap. Et donc, bien évidemment, dans son activité quotidienne, il est confronté à cette problématique de transition inclusive. Et il exerce également des fonctions de formateur au sein du comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale. Et donc, il nous fera part également de son expérience. Autre intervenant, Michel Boutet, qui nous vient également du Québec. Alors, Michel Boutet, vous avez son profil au sein de la plaquette. Alors, moi, je l'ai lu et puis je lui ai demandé, finalement, Michel,
qu'est-ce que tu es finalement, parce qu'il y a énormément de diplômes, énormément de travaux de recherche, mais en même temps une implication toujours sur le terrain aux côtés des personnes en situation de handicap. Et il me dit, moi je suis un intervenant, voilà, je suis un intervenant, je suis un acteur du médico-social, je suis aux côtés des personnes en situation de handicap. Et puis parfois, eh bien, j'ai des réflexions, j'essaye d'aller plus loin sur le terrain de la recherche. Et c'est ce qui explique qu'il soit aujourd'hui le directeur de la revue du Consortium national pour la recherche sur... et c'est là que je coince. Et l'intégration sociale, donc revue qui est le magazine scientifique du Consortium national qui est dirigé par Daniel et qui également propose de nombreuses réflexions. Et puis votre serviteur interviendra également demain en fin d'après-midi. Voilà, je me suis présenté succinctement tout à l'heure, il n'y a pas forcément beaucoup plus à dire, si ce n'est que voilà, je m'intéresse aux problématiques de discrimination de façon générale, aux principes d'égalité et au handicap en particulier. Alors le programme à venir, c'est un programme qui est chargé, je vous le disais. Nous commencerons la matinée par un point historique finalement sur ce qu'est la transition inclusive. Et donc Daniel Boisvert nous dira finalement quel est son regard sur l'évolution de cette transition inclusive, notamment pour les services de déficience intellectuelle. Et en fin de matinée, nous aurons l'intervention de Gwenaëlle Calvez qui fera le point sur le droit et les discriminations. Et donc ces deux interventions, finalement, ont vocation à poser un cadre, à constituer une sorte d'introduction très complète pour que nous partagions tous les mêmes bases avant d'attaquer la réflexion. Dans l'après-midi, nous essaierons de comprendre davantage ce qu'est la transition inclusive à travers un retour d'expérience. C'est la première intervention de l'après-midi, expérience européenne, nord-américaine, de transition inclusive. On s'interrogera sur ce qui a été fait. Nous nous interrogerons également sur les défis de cette transition inclusive, c'est-à-dire sur les enjeux, sur les objectifs qu'il faut nécessairement identifier. Nous envisagerons ensuite quels sont les freins à cette transition inclusive à travers l'évocation du cadre conceptuel en matière de représentation du handicap. Donc il s'agit finalement de comprendre quelles sont les représentations autour du handicap parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'un des éléments qui explique sans doute la difficulté de mettre en œuvre la transition inclusive, c'est surtout les freins que l'on trouve au sein de la société et qui sont liés à la représentation du handicap. Nous nous retrouverons ensuite demain, alors un peu plus tôt, pas 9h mais 8h30, je vous le dis parce qu'on a tendance parfois à reproduire le même horaire, mais demain on commence donc un peu plus tôt, pour finir plus tôt. Nous nous interrogerons sur le comment finalement, comment mettre en œuvre la transition inclusive. Donc après avoir fait le point sur ce qu'est la transition inclusive, demain c'est le comment. Quels sont donc les différents leviers de désinstitutionnalisation, quelles sont les pratiques que vous devrait mettre en œuvre pour arriver à une véritable transition inclusive. On s'interrogera également sur les outils à mettre en œuvre du point de vue des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que pour que la transition soit réussie, il faut que la société s'adapte, évidemment, mais il faut également que les personnes en situation de handicap soient accompagnées pour trouver véritablement leur place au sein de la société. Et en fin de journée, donc dans l'après-midi, nous ferons un retour un peu global sur ce qui aura été dit. Et donc, pour ma part, je m'efforcerai de vous montrer que l'inclusion est une notion qui aujourd'hui dépasse la simple thématique du handicap pour aborder celle du vieillissement et devient une notion véritablement universelle. Et c'est peut-être ça l'enjeu de nos réflexions. Et puis, avec les différents intervenants, nous reviendrons sur les différents leviers, les différents outils que nous pourrons utiliser pour savoir s'il y en a quelques-uns peut-être plus importants que nous pourrions mettre en œuvre le plus rapidement possible. Tout ça pour finir la journée donc à 16h pour que ceux qui doivent partir éventuellement sur Paris puissent attraper le dernier TGV qui quitte le Futuroscope, je crois, vers 17h25. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur les 2 jours qui s'annoncent. Donc je passe la parole à Christian qui va nous dire quelques mots eh bien, du comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale, organisme donc, qui organise la manifestation à laquelle nous participons. Tu as la parole, Christian. Donc, soyez les bienvenus à ce 12e congrès ou colloque du CFQ-IPS. Alors moi, c'est pareil que François, il ne faudra pas me le demander tous les jours, une fois ou deux peut-être de temps en temps. Donc, le comité franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale. Donc, 2 mots de présentation sur le comité. Nous sommes une association loi 1901.
Nous avons des agréments de tourisme, c'est-à-dire que nous avons un agrément vacances adaptées organisé, une immatriculation à Atout France. Nous sommes en train de rejoindre une organisation qui assure les processus de qualité en matière d'accompagnement de tourisme adapté qui s'appelle le Conseil national des loisirs et du tourisme adapté. C'est un processus un peu long, donc il faut montrer largement patte blanche. Mais ça nous a paru indispensable effectivement d'intégrer cette organisation qui regroupe des très grosses organisations en matière de tourisme, mais également des petites comme la nôtre par exemple. Nous avons un numéro d'agrément pour faire de la formation continue. Et aux commandes, il y a quelques personnes sont présentes dans la salle et je les remercie de leur participation et de leur courage. Donc nous avons 10 salariés à plein temps et nous avons la particularité d'avoir un conseil d'administration qui est franco-québécois. Franco-québécois parce que le mouvement du tourisme adapté est né quelque part dans cette région du Poitou-Charentes il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, il ne faut pas exagérer non plus, parce que quand j'ai entendu la présentation de François pour ce qui me concerne, ma grand-mère dirait « si jeune et déjà tout ça ». Donc le tourisme adapté est né et a permis la naissance de plusieurs associations. Et la particularité du nôtre, de comité, c'est d'avoir mené de pair depuis 1983 des activités toujours en parallèle avec le Québec. Et donc par conséquent, des rapprochements se sont faits. Et donc, par conséquent, nous tenons beaucoup à cette personnalité double francophone, Québec, France et maintenant Belgique, et pourquoi pas d'autres pays francophones qui vont nous rejoindre. Alors, notre cœur de métier, ce sont les offres de séjour. Donc, vous les avez là à l'écran. Donc, séjour de catalogue, brochure. Séjour à la carte. Cette activité est en train de se développer de façon importante chez nous. Nous sommes extrêmement sollicités par des envies de tourisme de par le monde et donc par conséquent, nous avons la capacité de faire sur mesure des séjours plus ou moins longs, 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Et nous avons donc une série de modalités, séjours supervisés, séjours hors les murs, séjours de répit, séjours de type balayonnage, séjours de ressources de type familial. Je m'arrêterai 2 secondes sur ce point des ressources de type familial. Nous organisions depuis de nombreuses années et nous avions à notre service bon nombre de familles d'accueil dans beaucoup de départements français et nous avons souhaité marquer le pas sur cette activité de ressources de type familial car nous n'étions pas en conformité avec la nouvelle réglementation et notamment la nouvelle réglementation qui exige que nous ayons l'agrément d'employeur de famille d'accueil. Donc nous sommes en cours d'agrément. Je pense que d'ici 15 jours, nous aurons l'agrément dans les Deux-Sèvres et ça va se générer. Nous sommes actuellement agréés pour la Vendée et pour un certain nombre de familles d'accueil. Donc, je ne veux pas occuper l'espace avec le comité franco-québécois, ce n'est pas l'objet. Nous sommes là pour la transition inclusive, mais juste très rapidement, 3 autres domaines d'activité. Nous proposons aux professionnels du secteur des formations qui sont relativement ciblées, et nous proposons ces formations en grande partie grâce à notre partenariat avec le Consortium national de recherche sur l'intégration sociale au Québec, dont nous avons le directeur de la revue scientifique et le directeur du consortium. Donc, des formations que nous souhaitons relativement de pointe en avant sur l'autisme, sur l'inclusion, sur l'accompagnement au PIA, sur la vie sexuelle, sur la vie affective et sexuelle. Donc voilà, nous essayons d'organiser un colloque sur des thématiques très différentes tous les 2 ans à peu près. Et puis nous diffusons un certain nombre d'ouvrages qui sont sourcés ou qui sont repérés par le consortium national. Et notamment, nous avons une mallette sur la vie affective et sexuelle.
Donc voilà pour ce qui se concerne le comité. Je vous souhaite de très bonnes journées avec nous. Nous sommes tout à fait contents de la participation. Et donc je vais passer la parole à François. Alors, je n'ai pas à la garder très longtemps, la parole. Je voulais juste remercier également Ismaël Amri, qui est peut-être dans la salle ou qui est ressorti. Vous le verrez passer. Il a assez peu de cheveux, en fait, si vous deviez l'identifier. Voilà, c'est la cheville ouvrière de cette manifestation. Il a vraiment œuvré pour que toutes ces 2 journées puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Donc voilà, nous le remercions d'avance collectivement. Sans plus attendre, donc je passe la parole à Daniel pour la première intervention donc, de la matinée, cette conférence d'ouverture de l'évolution des services en déficience intellectuelle. Quel passé, quel avenir et pour qui? Daniel, tu as une 50aine de minutes environ. D'accord. Merci beaucoup, François, de m'accueillir ce matin, le comité franco-québécois et vous-même qui êtes ici dans la salle. J'espère que mon accent ne sera pas trop fort au cours de cette présentation, et que ce que je dirai serait compréhensible, au moins audible. Donc voilà. Pourquoi parler d'évolution des modèles d'organisation? Parce qu'à travers le temps, les modèles d'organisation de services correspondent et correspondaient aussi et correspondront aussi à ce qu'on croit être les personnes déficientes intellectuelles et la façon donc de leur venir en aide ou autrefois de protéger la société. Donc, ça nous permet, si on aborde l'histoire et en dégageant les points de rupture, je dirais, et les grands courants, de nous situer dans nos services actuels et d'entrevoir, bien sûr, et c'est le but de cette présentation, d'entrevoir les services que nous aurons par le futur. Permettez-moi, tout de go, au début, de faire quelques remarques et quelques réserves. Je vais parler de courants organisationnels à travers l'histoire. Il ne faudrait pas que je laisse supposer que l'histoire est en tranches parfaitement, je dirais, découpées, qui ferait en sorte d'avoir des périodes qui nous permettent de passer d'une vague d'idées à une autre vague. C'est plutôt des systèmes poreux, hein, où on délimite à un moment donné de l'histoire ces périodes parce qu'on conçoit que de nouvelles idées ont émergé ou encore de nouvelles pratiques. Donc, ceci, c'est pas non plus l'histoire, c'est pas non plus un cheminement ou un itinéraire linéaire. C'est plutôt, à mon avis, un axe principal qui perdure, sur lequel pivote en fait une spirale qui nous ramène quelquefois, semble-t-il, en arrière, mais qui nous fait évoluer graduellement dans notre conception du handicap. On verra au courant des 2 journées, avec les référentiels que l'on va aborder, comment cette évolution aussi s'est faite au niveau de la pensée et des valeurs. Donc, voilà dit. Il y a eu aussi dans l'histoire, évidemment, des hésitations, des reculs. L'histoire, ce n'est pas monolithique non plus. Ça dépend des cultures, ça dépend des lieux de ces cultures. Et on n'a pas tout à fait les mêmes rythmes non plus. Qu'on pense à l'Europe du Nord notamment, l'Europe plus latine, si vous me permettez l'expression par la suite, et l'Amérique, l'Australie et d'autres pays aussi. Donc, il faut tenir compte de ces variables dans ce que je vais dire pour rendre un peu plus justice aux faits qui vont être mentionnés. Enfin, bien sûr, j'ai sélectionné, parce que je n'avais pas 45 heures devant moi pour faire un tracé ou brosser un tableau complet,
j'ai utilisé donc des représentants, si vous voulez, de ces grands moments, mais qui ont marqué l'histoire et qui nous permettent de tirer un fil rouge tout au long de cette histoire, du début jusqu'à maintenant. Du début du Moyen Âge, bien sûr, parce que je n'ai pas voulu non plus commencer avec les Égyptiens, qui m'apparaissaient un peu loin, même si c'est intéressant. Donc, je dirais 5 temps principaux que nous verrons. D'abord, le temps des asiles et des hospices, donc du système organisé de services au début. Ensuite, du temps de la réclusion, c'est-à-dire de l'enfermement, d'une certaine manière, et de la prise en charge, concept qu'on utilise ou qu'on utilisait jusqu'à maintenant dans le domaine du handicap. Le troisième temps, c'est celui des institutions, c'est-à-dire cette élaboration systématique et sociale de ressources matérielles et humaines pour prendre en charge les personnes. Le temps des services, où ces institutions vont se modifier tout en conservant quand même ces mentalités qu'on avait autrefois dans les institutions. Et enfin, le temps des concept plus moderne qui nous arrive des travaux de l'Association américaine comme concept soutien de l'Association américaine depuis 2002 et qui s'est, je dirais, instrumenté, c'est-à-dire qui s'est développé en fonction de critères diagnostiques, en fonction aussi d'instruments d'observation et de mesure. Donc, voilà ces 5 temps. Le temps des asiles et des hospices, donc, le premier, c'est les léproseries comme institution, en fait, au tout début du Moyen Âge. On parle ici déjà du 8e siècle, particulièrement en Europe, se développe ce type d'organisation, je dirais, et de ressources humaines qui permettent de prendre en charge notamment les lépreux. Et déjà, je n'insisterai pas sur cette dimension parce que ce n'est pas celle nécessairement qui nous intéresse aujourd'hui, mais déjà cette conception, en fait, qui est présente dans ces institutions, donc un élan charitable d'abord, et prendre soin, dans le sens anglais de care, donc de donner des soins aux personnes, tout en s'organisant pour pouvoir prendre un plus grand nombre possible de personnes à charge. On aura en même temps, dans ces périodes, donc jusqu'au 9e siècle, une façon assez divergente par rapport aux léproseries de voir la déficience intellectuelle. Ici, vous avez une représentation de ce qu'étaient les bateaux pour fous, où on regroupait les personnes avec ou porteurs de déficience intellectuelle, dirions-nous maintenant, les personnes qui souffraient d'épilepsie ou les personnes qui présentaient des problèmes de santé mentale. Donc, ces bateaux étaient relativement pratiques pour certaines cités, puisqu'on rassemblait les personnes qui n'étaient pas, bienvenues dans ces cités, hein, qui étaient un fardeau pour la cité, et on les faisait promener de port en port. Ce qui avait pour avantage pour les bateliers, en fait, de tirer un peu d'argent par ce qui était présenté de port en port comme étant une curiosité aux différents passants ou aux différents visiteurs. Donc, déjà, ce que je voudrais faire remarquer par cette diapositive, déjà la notion de regrouper au 10e siècle, au 9e siècle même, était déjà présente. Regrouper, ségréguer. C'était déjà dans les mœurs du temps pour les personnes qui présentaient une déficience intellectuelle. Et cette notion de regroupement et de ségrégation va durer très longtemps par la suite, jusqu'à nos jours. C'est difficile d'enlever les conceptions, les valeurs, les attitudes de nos façons de penser. Il y a eu bien sûr les cages pour les personnes déficientes intellectuelles, les fous, où on rassemblait un peu de la même manière. Et on s'en servait aussi pour des exhibitions, hein, pour animer certaines fêtes, et donc on faisait visiter. Donc, regrouper, ségréguer de la même manière. Et aussi, voilà, à cette époque,
On donnait aussi souvent des médaillons de ce type-là que la personne pouvait présenter pour demander la charité. Elle était donc attitrée, si on veut, par certaines cités pour mendier. Et à cette époque va se dégager aussi la notion d'handicap, notamment en Angleterre, par le thème « Put your hand in the cap ». Put your hand in the cap, handicap, qui va suivre par la suite. En fait, faites-moi la charité. Hein? J'ouvre ma cape au pardon de l'Église et vous lancez des pièces de monnaie. Donc, ça a aussi pour effet de ségréguer d'une autre manière en donnant des rôles sociaux particuliers aux personnes handicapées par rapport aux autres personnes qui leur font la charité. Donc, il y a des classes sociales, du clivage qui s'installent continuellement durant cette période-là qui va perdurer par la suite. Donc, voilà. Le temps des asiles et des hospices, j'arrive, je ne vais pas insister plus que ça sur le Moyen-Âge, c'est la conception. On pourrait peut-être ajouter aussi que se développent deux pensées par rapport aux personnes handicapées ou présentant une déficience intellectuelle. La première, qui est intéressante en regard des congrégations religieuses ou hospitalières de l'époque, c'est cette conception que les personnes handicapées sont les enfants de Dieu. Hein? Tout être meurtri est un enfant de Dieu. Et que prendre soin des enfants de Dieu, c'est charitable et nous permet d'atteindre une des portes qui nous conduit au paradis. En espérant qu'il y ait plusieurs portes, bien sûr, là, vers ce paradis qui est après cette vie terrestre. Donc, ça, c'est la première conception, mais à la fois, il y a une deuxième conception de danger où ces personnes représentent pour les cités ou les communautés un danger perpétuel, parce qu'imprévisible, parce qu'apprenant difficilement, parce que pauvre, parce que donc, et toutes sortes d'étiquettes qui étaient affublées à ces personnes. Bien sûr, pour les familles de l'époque, ce n'était pas une valeur ajoutée, si vous me permettez l'expression, que d'avoir un enfant handicapé. Et généralement, on leur conseillait de confier à des congrégations ce type de personnes. Le temps des asiles, et vous allez reconnaître, bien sûr, déjà des monuments importants et magnifiques au niveau de l'architecture, j'entends. Au niveau des services, pour l'époque, c'était déjà très bien, mais on chemine tranquillement. Donc, les soins, vous reconnaissez peut-être cette salle qui, avec une diapositive un peu plus moderne, ressemble ceci. Vous la reconnaissez? Vous reconnaissez les toitures? La Bourgogne, hein, c'est Beaune, en fait, c'est les hospices de Beaune, qui est un des représentants assez classiques de cette période. On accueille, on soigne, on crée des dortoirs, des lits, et le concept de lit en déficience intellectuelle va demeurer, parce que c'est aussi les personnes handicapées, on fait très peu de distinction, et même aujourd'hui, sur les agréments de nos établissements, on parle de lit. 40 lits, 50 lits, etc. Donc, le terme de lit nous vient déjà de cette période où on soigne en termes de, je répète, care, et non pas cure, care. Donc, on soigne les personnes. Soigner, c'est pas les soins thérapeutiques d'aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, on fait notre possible à cette époque avec les croyances qu'on a aussi. Bien sûr, la mortalité est particulièrement forte. Il faut dire qu'à cette période, donc, on est toujours dans une approche médicale ou pré-médicale, si vous me permettez, parce que la science n'est pas très développée. C'est ces époques, ces débuts, où on croit beaucoup à la médecine des humeurs, dont vous avez probablement entendu parler, hein? Quand vous êtes de mauvaise humeur ou de bonne humeur, quand vous vous levez le matin ou autre, ça vient donc de cette période-là, où on conçoit que les personnes, à cette époque, sont constitués de 4 grands éléments, les 4 grands éléments grecs d'autrefois. Hein? La terre, donc on redevient poussière, eau, le feu et l'air. Et être de bonne humeur, c'est d'avoir les humeurs équilibrées. Les saignées qui vont suivre sont aussi de cet ordre-là, faire sortir les mauvaises humeurs. C'est important parce que ça va atteindre aussi la conception qu'on va avoir au 19e et au 20e siècle, traiter les humeurs.
permet éventuellement de guérir. C'est l'espoir qu'on fonde à ce moment-là dans les traitements pour personnes. Ça veut dire ceci aussi, et ça va se dégager avec le siècle qui va suivre, c'est que ces humeurs, si elles sont légères, risquent d'attaquer davantage le haut du corps, la tête. Ça va? Et on s'aperçoit que des gens qui ont des mauvaises humeurs, une déficience intellectuelle, souffrent d'épilepsie, de troubles de la santé mentale ou troubles psychiatriques, bien, probablement ont en dedans d'eux, donc c'est les responsables, ont en dedans d'eux des mauvaises humeurs légères. Et en conséquence, on va construire, à l'étape qui va suivre, on va construire des institutions, particulièrement sur des collines. On va les retirer de la population parce que la santé de l'époque, c'est éviter les épidémies. Hein, ce n'est pas la santé individuelle, c'est éviter les épidémies pour la population. Donc, la construction de nos institutions va se faire davantage à l'extérieur, notamment à l'extérieur des cités de l'époque, et, si possible, sur des hauteurs pour permettre aux humeurs légères de rester en haut et non pas de redescendre au niveau des populations. Il y a un Suisse, on va le voir tout à l'heure, pour lui, la conception était différente. C'était aussi des humeurs, mais il croyait que les humeurs venaient du fait qu'on vivait dans des vallées. Et donc, on construisait aussi sur des cimes pour permettre de guérir les gens. Ces conceptions, même actuelles, bien qu'ils ne font pas partie du vocabulaire ou de la conscience actuelle, demeurent pareilles. Ils sont toujours là. Et lorsqu'on pense à construire souvent des centres, bien, c'est un peu plus retiré, c'est un peu plus ségrégué. Donc, ça date déjà de ces périodes. Donc, déjà à ces périodes, depuis le début, donc, on commence à avoir des personnes qui s'intéressent aux personnes déficientes intellectuelles, et ce sont surtout des médecins qui s'en intéressent par curiosité. Des éducateurs vont s'intéresser un peu plus tard, des éducateurs que vous n'avez pas connus personnellement, mais que vous connaissez par l'histoire. Voilà d'autres modèles, hein, des hospices de Beaune, ou encore du Grand Saint-Bernard en Suisse, ou encore celui de l'hospice de Comtesse à Lille, notamment. J'ai pris 3 modèles. On aurait pu en prendre 60, 70. En fait, ils sont tous à peu près sur des mêmes modèles. On construit un peu en hauteur. C'est du solide. On est dans le ciment. Et les personnes, donc, sont hébergées, si vous voulez, à l'intérieur de ces bâtisses. Sauf une exception en 1225, en fait, à Geel, en Belgique, où il y a un village, en fait, qui est constitué à la fois de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et déficience intellectuelle, de l'ordre de 1 sur 10 % de la population, qui vivent en liberté, sous la conception des villageois qui prennent soin de ces personnes dans un contexte religieux, mais qui estiment que ces personnes, au contact des autres, peuvent mener leur vie de façon assez bien, assez autonome, et qui peuvent rentrer donc à domicile, leur couvert est mis, et donc ils peuvent fonctionner avec les autres. Donc, ils ne sont pas enfermés entre eux, mais vivent au niveau de la communauté. Mais ces expériences sont assez uniques. Le temps de la réclusion, donc, on va construire, et là, on arrive au 16e siècle, 16-17e siècle, on va construire de plus en plus des édifices, si vous me permettez, ou des structures physiques, matérielles, de plus en plus grandes, avec la même conception. Il faut les traiter médicalement et il faut s'en protéger. Exclusion. Et là, on va le faire de façon un peu plus systématique. On commence à avoir un peu plus de connaissances à propos du fonctionnement humain, les connaissances de cette époque, bien sûr, mais on pense qu'on est capable d'apprendre à propos d'eux et de leur permettre de vivre si on les traite correctement. Donc, le premier, en fait, que j'ai retenu, c'est John Locke, donc au XVIIe siècle, qui est né au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. John Locke, la chose intéressante, c'est
c'est un des premiers qui pense qu'on peut éduquer une personne déficiente intellectuelle. Mais sa conception est quand même un peu rudimentaire. Il pense que les personnes sont comme des ardoises vierges à la naissance et qu'il s'agit d'écrire sur ces ardoises pour qu'ils puissent lire ce qu'on va marquer sur les ardoises, par analogie, bien sûr. Hein? Vous voyez? Donc, c'est nous qui pouvons les instruire. Et s'ils sont bien instruits assez tôt, bien, les personnes peuvent guérir de leur... ils vont employer le terme idiotie à l'époque. Et idiotie va demeurer quand même assez longtemps. Donc, John Locke et les autres qui vont suivre ont cette impression qu'on peut faire quelque chose. Et tout de suite, vous avez en tête très certainement Itard, hein, qui a aussi tenté d'éduquer ce qu'on a appelé, entre guillemets, le sauvage de l'Aveyron, hein, Saint-Cernin notamment, et qui, donc, dans cette conception, on peut traiter. Parce que Itard, rappelons-nous, il est aussi un médecin, comme les autres. Quand je dis ça, ce n'est pas nécessairement péjoratif, c'est uniquement parce qu'ils ont une science bien encodée et on travaille par protocole, et la personne qui est devant moi est un patient à traiter. Vous voyez, dans la relation qu'on a avec l'autre. Et cette relation va se développer jusqu'au 21e siècle. La preuve ici, vous avez encore des IME, des IM Pro, le M vient de cette époque-là, en fait, qui s'est perduré. Et bien sûr, et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait social, plus un système se développe, plus il prend la place, mais plus les personnes qui y travaillent en tirent des bénéfices aussi. Bénéfices pas uniquement pour eux autres, pour leur profession, il se fait une forme de pensée à propos du handicap qui va perdurer. Donc ça, c'est John Locke. Ensuite, j'ai retenu ici, que vous connaissez bien, Jean-Jacques Rousseau, hein, qui lui aussi, comme éducateur, pense qu'on peut traiter les idiots et les rendre plus intelligents qu'ils ne le sont. Maintenant, il va vivre évidemment certains échecs par la suite. Le prochain, qui est aussi extrêmement intéressant, que vous connaissez très bien, bien, c'est Philippe Pinel. Hein. C'est le début des hôpitaux organisés. Philippe Pinel, c'est un des premiers aliénistes. En fait, il fonde de façon informelle, parce que c'est son successeur, on le verra tout à l'heure, qui va formaliser la pensée de Pinel. Pour Pinel, en fait, il s'intéresse aux aliénistes et aux idiots en disant il n'est pas dans la nature humaine de maltraiter d'autres personnes qui souffrent. Donc, on devrait les soigner et les protéger de manière plus importante. Je dis protéger, puis à l'époque, c'était surprotégé. Hein? On avait ces institutions que vous voyez en haut, donc qui deviennent graduellement dans les cités des hôpitaux, hein, où on reçoit les personnes déficientes intellectuelles et ceux qui souffrent de santé mentale, parce qu'on ne fait pas tout à fait la distinction encore. On reçoit ces deux personnes pour des traitements médicaux, qui vont se structurer de plus en plus au fur et à mesure que les années vont avancer ou que l'histoire va avancer. Vous le reconnaissez, il est d'ici, pas de Poitiers, mais de la France. Esquirol, qui est aussi médecin, psychiatre, aliéniste à l'époque. Aliéniste, ce n'était pas un terme péjoratif, c'était la discipline, hein, qui était... donc, Esquirol qui va poursuivre les travaux qui ont été déjà commencés avec Pinel et qui va donner une structure à l'intervention auprès des personnes déficientes intellectuelles. Des routines, notamment durant la journée, des traitements en groupe, les traitements physiques, notamment. Et on pense que si, à cette époque, notamment avec Pinel, et avec Pinel surtout, on pense en fait que la déficience intellectuelle est due à un problème du système nerveux qui fait en sorte que les personnes sont incapables, même s'ils voient, de bien saisir ce qu'ils voient, ou s'ils entendent, de bien saisir ce qu'elles entendent. Vous voyez? Donc, c'est une défectuosité physiologique, si on veut, c'est le modèle théorique qu'on se donne, qui explique la déficience intellectuelle, compte tenu de différents syndromes ou différentes causes apparentes ou non. Donc, on pense que c'est plutôt physiologique. Et on va traiter les personnes en fonction de ces conceptions qu'on a et on va s'organiser, on va investir dans des structures
qui vont nous amener à traiter de cette manière les personnes déficientes intellectuelles. C'est le temps donc des institutions. Vous connaissez Pestalozzi en Suisse aussi, qui commence à s'intéresser à ce qui s'appelle l'idiotie. Hein. On garde toujours le même terme à l'époque. Et c'est de ce concept-là, d'ailleurs, que va naître par la suite la nomenclature, les premières nomenclatures en déficience intellectuelle. Donc voilà, Pestalozzi qui en Suisse commence à enseigner avec plus ou moins de succès, mais avec certains apprentissages, notamment pour les personnes qui ont ou qui présentent une situation de handicap mental peu intense ou peu dense. Donc, il va réussir davantage. Ça aussi, c'est une expérience qui est intéressante à cette époque. Guggenbull, qui à Enbenberg, en Suisse aussi, c'est du côté, en fait, d'Interlaken, pour ceux qui ont déjà visité, hein, le site touristique entre les deux lacs. En Suisse, évidemment, sur la montagne. On est toujours sur des montagnes. En Suisse, c'est plus facile, peut-être. Et donc, construit son école. Et ces installations deviennent rapidement surpeuplées. Et ça va être le problème des installations et de la construction des édifices qu'on va se donner, voulant desservir des populations, rapidement, ils deviennent surpeuplés, pour toutes sortes de raisons sociales et politiques. Je vais l'expliquer. Aux États-Unis, ça va être le même phénomène aussi qui va se produire. Donc, on construit, on grossit, on médicalise davantage et on est plus capable d'assurer une certaine qualité. Et malgré les intentions de son concepteur, on s'est aperçu, pour ceux qui ont visité cette institution à cette époque, que la maltraitance est à peu près partout dans ce qui se faisait là, dans l'établissement, parce que son concepteur, évidemment, diffusait un peu sa pensée à travers l'Europe, était très peu présent sur place. Et on avait très peu de formation au niveau des surveillants de l'époque qu'on engageait et autres. Donc, on était bien plus dans la maltraitance. On poursuit, donc, le temps des institutions, qui est intéressant. Ici, vous avez Dorothea Dix, une Américaine, qui a aussi marqué son temps. Vous voyez, donc, on évolue un peu plus dans le temps. Et Dorothea, en fait, qui est infirmière d'origine, de formation, pardon, elle va s'intéresser à ce qui se passe dans les prisons, dans les institutions. Et pendant 2 ans, elle visite toutes les institutions qu'elle peut. Presque une centaine d'institutions. Pour conclure, en fait, avec ses observations, que ce qu'elle voit, c'est de la misère humaine, c'est des personnes qui sont enchaînées ces personnes manifestent contre les traitements qu'ils ont, ou encore qu'ils sont blessés ou torturés, même à la limite, dans certains endroits. Et si vous voulez une référence de cette période du début, allez sur le site Internet, de Penthurst, Pennhurst. Ça existe encore, le site existe encore, et vous allez avoir le modèle des institutions de l'époque aux États-Unis qui a été construit avec l'aval du Congrès américain. Dorothea a eu comme principale préoccupation de défendre ces personnes. Comment elle procède? Elle écrit au Congrès pour être entendue sur ce qu'elle a vu et proposer une réforme du système destiné aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont un handicap particulier. Bien sûr, elle ne peut pas parler aux congressistes eux-mêmes, puisque c'est une femme. Donc, elle donne son manuscrit à un homme qui va aller présenter au Congrès, parce que l'anecdote est assez intéressante aussi à l'époque. Les classes sociales et le sexisme est très présent. Et le Congrès va adopter, à ce moment-là, des mesures pour construire dans tous les États américains des institutions de ce type-là, plus gros comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, on poursuit. Gridley Hall, lui, va poursuivre, médecin aussi, va poursuivre la construction de ces édifices partout pour recevoir les personnes dans les différents États. Vous avez Édouard Séguin qui va poursuivre, lui, les travaux qu'Itard avait commencé auparavant
va pousser un peu plus loin au niveau de la connaissance physiologique des personnes, et aussi qui est un humaniste et qui va tenter de donner des soins plus humains aux personnes dans les institutions, toutefois, qu'on connaissait à l'époque. Édouard Seguin est aussi un médecin. Il y a Maria Montessori, que vous connaissez beaucoup avec les méthodes, qui est aussi un médecin psychiatre d'origine, et qui tente, dans ses travaux de recherche, de définir ce qu'est la normalité à partir de l'anormalité, donc de la déficience intellectuelle, pour être capable de développer des méthodes pédagogiques qui permettent aux personnes d'apprendre. Donc, c'est cette préoccupation. On est toujours dans le domaine, donc, des institutions. Le temps des institutions, donc, voilà. Ça se fait dans un climat de joie. On dit, enfin, on va régler notre problème social. On va aider ces personnes. Donc, on va les regrouper. Et on pourra avoir des centaines, sinon des milliers de diapositives qui montrent ces structures qui sont assez semblables, là, avec des différences, je dirais, esthétiques d'un établissement à l'autre. Voilà. On développe au fur et à mesure. J'ai pris d'autres diapositives de plus ou moins grands. Dans certains établissements, on va desservir jusqu'à 10 000 personnes. On est passé de 300-400 jusqu'à des milliers de personnes dans certains établissements. À l'époque, bien sûr, on sépare les hommes des femmes parce qu'on ne veut pas gérer les problèmes que cela suppose, le fait de vivre ensemble. Et dans ces établissements, il y a un autre phénomène qui va se produire. Le phénomène de la ségrégation et de la prise en charge va se développer de plus en plus fort. Et va se développer le phénomène de l'autosuffisance. Ces établissements vont, au fur et à mesure du temps, développer l'autosuffisance en matière alimentaire parce qu'ils vont se donner des petites fermes, en matière de loisirs parce qu'ils vont avoir leur propre service de loisirs. Quelques-uns auront même leur propre service de pompiers ou d'incendie, vous voyez. Donc, on développe nos services en autarcie. Parce que souvent, le budget ne suit pas, le budget promis par le gouvernement ne suit pas, et qu'on a une responsabilité par rapport aux personnes qui nous sont confiées, toujours avec cette tendance au surpeuplement. Ça veut dire aussi ceci, je ferai remarquer, ce surpeuplement, cette autosuffisance fait en sorte qu'on va commencer à utiliser les personnes qui ont une déficience légère ou moyenne pour travailler afin de subvenir aux besoins de l'institution. D'accord? Vous me suivez? Parce que ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Donc, ceux qui sont placés, qui sont capables de travailler, sont mis à l'œuvre, pas uniquement pour leur bien, parce qu'ils produisent aussi. Dans mon langage, je dis c'est des personnes qui sont au service du service. Vous voyez? Donc, c'est des ouvriers et qui permettent de prendre soin des autres. Et cette façon de voir va devenir assez normale et acceptée. Vous connaissez M. Binet, bien sûr, qui établit pour la première fois, si on veut, le quotient intellectuel comme mesure abstraite, et qui permet en fait de distinguer, de ségréguer cette fois-ci les personnes en fonction de leur quotient intellectuel. Bien sûr, ça va avoir un effet sur la déficience intellectuelle ou les personnes déficientes intellectuelles. Et M. Binet va distinguer, en fait, deux grandes catégories de personnes qui ont des déficiences intellectuelles, les imbéciles et les idiots. Avec les idiots, on peut faire apprendre. Avec les imbéciles, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu je résume, bien sûr, sa pensée, mais c'est un peu ce qui ressort au niveau éducatif. On doit s'occuper des imbéciles. Maintenant, n'attendez pas grand-chose d'eux. Les idiots, oui, on peut procéder. La nomenclature est assez rudimentaire. Elle va se peaufiner et elle va donner ceci au 20e siècle, où on a des catégories, où on part de l'idiot, de l'imbécile moyen, et vous retrouvez les catégories que vous retrouvez maintenant et que peut-être vous utilisez. De toute manière, en recherche, on utilise encore ces grandes catégories-là. On ne les appelle pas comme ça, bien sûr. On va les appeler déficience légère, déficience modérée, mais ça vient de ces travaux de l'époque où on essayait de classer les personnes en fonction de leur capacité d'apprendre ou de réagir.
Vous voyez? Et ce que Binet a fait aussi, volontairement ou non, il a permis l'étiquetage. Moi, je suis ci, l'autre, il est ça, etc. Et avec l'étiquette qui ne changeait pas, on pouvait reconnaître les gens. Ça a été intéressant pour plusieurs gouvernements parce qu'on a pu recenser à partir de ces nomenclatures les personnes, les idiots, les imbéciles, etc., qu'on n'avait pas autrefois. On ne savait pas trop quel était le nombre de ces personnes. Mais toujours avec la même conception, il faut placer, il faut traiter, il faut prendre en charge. Donc, voilà. La Première Guerre mondiale va avoir un effet important aussi, hein, parce que les soldats, notamment, qui reviennent, entre guillemets, le terme qui était employé, cassés, hein, de la guerre, revendiquent, le retour de leurs droits civils, le retour dans leur communauté, hein, comme des personnes à part entière. Et deuxièmement, ce qui va être extrêmement important, ils revendiquent des subsides pour pouvoir survivre à leur incapacité ou à leur handicap. Vous voyez? Ces deux mouvements qui sont très forts vont faire en sorte de mettre de la pression sur l'ensemble des gouvernements européens comme américains ou nord-américains, pardon, qui va commencer à établir des programmes d'aide financière aux personnes dites handicapées. Et c'est à partir aussi de ces conceptions que va s'établir aussi la revendication des droits pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, parce qu'ils subissent aussi le même type d'handicap physique, si vous voulez, pas physique, mais de situation de handicap due à leur incapacité intellectuelle. Donc, ce mouvement qui va être très fort, accentué avec la Deuxième Guerre mondiale aussi, va prendre beaucoup d'ampleur. En plus, bien sûr, c'est l'industrialisation, hein, qui se développe, etc. Les cités vont se développer. Donc, l'urgence de développer des services, de concevoir un nouveau système d'aide sociale. Voilà, va apparaître aussi entre-temps, jusqu'en 1911, avant la Première Guerre mondiale, les travaux de Francis Galton. Francis Galton, qui est un Britannique, a comme idée, en fait, à partir de ce qu'il a vu, des nomenclatures qui ont été dessinées au niveau intellectuel, il a eu l'idée d'essayer de concevoir des moyens de favoriser l'émergence d'une population plus saine. J'y vais avec mes gants, hein, mes gants blancs, d'une population plus saine, c'est-à-dire où certains individus ne seraient pas, au niveau génétique, dans la chaîne de reproduction, notamment. Et il n'a pas avancé l'idée de l'extermination. Les nazis vont le faire un peu plus tard, hein, en 1939 et même avant, en Allemagne et partout ailleurs en Europe. Mais il va y mettre cette idée. C'est lui, d'ailleurs, qui va concevoir le premier, les empreintes digitales, la reconnaissance des empreintes digitales pour reconnaître les personnes. Et il dit, ou il propose, en fait, un modèle où on peut, avec les générations, épurer la race, notamment la race du Royaume-Uni. Parce qu'à cette époque, donc les habitants du Royaume-Uni, parce qu'ils étaient anglais d'origine, et ils cherchaient donc à épurer et avoir une race un peu plus saine. Bien, les travaux qui vont suivre des nazis vont s'inspirer largement de cette conception, qui n'est pas éliminée pour autant, même maintenant. Et on a aussi cette conception d'arriver un jour, par toutes sortes de moyens, entre autres médicaux, de pouvoir prédire ce qui peut arriver, hein, subvenir, à partir de certaines grossesses et de prendre des décisions avant, donc, la naissance. Donc, pourquoi? Bien, toujours pour la même raison, hein, c'est le fardeau social. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Ils deviennent un fardeau pour leur famille, un fardeau pour la société. Donc, si on pouvait éliminer graduellement, de façon, entre guillemets, humaine, ces personnes, on arriverait à une race et à une société avec moins de fardeau. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, je vais y aller un peu plus rapidement, de la conception médicale. Hein. Vous avez une personne, un patient, et à partir duquel des disciplines se sont développées, se sont greffées pour desservir la personne. Et ce n'est pas la personne qui est au cœur de nos préoccupations, hein, au niveau social ou communautaire. C'est plutôt chaque discipline qui essaie d'intervenir à sa façon, avec ses modèles,
auprès de la personne. Va s'opposer, en fait, la critique par la suite des établissements. Et là, un de ceux qui a le plus décrié cette situation, c'est un des philosophes, Goodman, notamment, qui est Irving Goffman, qui va décrire, hein, c'est un anthropologue en fait, un Canadien de l'Alberta, qui a émigré aux États-Unis par la suite, qui va décrire la situation dans les institutions. Brièvement et de façon très succincte, il va dire ceci. Il va dire, ce que je remarque dans les institutions de cette époque, ce que je remarque, c'est une espèce de déshumanisation. C'est-à-dire le fait que l'on ne tienne pas compte de l'individualité des personnes, de leurs préférences, de leurs goûts ou autres. En fait, ils sont traités tous de manière semblable, déshumanisés. Deuxième constat qu'il fait, il dit, on intervient auprès d'eux sans qu'ils aient à influencer les décisions qui concernent leur vie. On décide pour eux. Troisièmement, ces personnes ne participent pas à la vie active de leur communauté ou de leur société. Ils sont traités en groupe, plutôt comme des individus ou des personnes. Et enfin, ils s'inscrivent tous, ou à peu près tous, dans des routines quotidiennes qui se répètent de jour en jour, tout le long de leur vie. C'est ce que Goffman, donc, trouve, et d'autres, par la suite, hein, qui documentent ces trouvailles. Bien sûr qu'avec les travaux de Goffman et de ses successeurs, commence à se fissurer la conception des institutions d'autrefois. La surpopulation aussi, les sévices, les poursuites en justice, notamment Panthers, dont je vous ai fait part tout à l'heure. Hein, c'est un recours qui a duré 20 ans de la part d'une famille, en fait, qui a porté plainte contre les services qui se sont déroulés dans cet établissement. Aux États-Unis, ça a fait la manchette. Voilà, a suivi le mouvement de parents ensuite, qui s'est saisi des travaux des prédécesseurs, comme Goffman. Et, c'est mon ancien, j'avais d'autres photos, parce qu'on m'avait dit que les chevelures ou les peignures n'étaient pas tout à fait modernes. C'était quand même des pionnières de l'époque. Il y en a maintenant aussi, évidemment, beaucoup d'autres personnes qui se sont occupées de défendre les droits des personnes, notamment beaucoup de femmes, je dirais, en majorité, qui ont pris à cœur cette défense de droits, partout en Europe ou aux États-Unis, au Canada, entre autres. Ils demandent quoi, les parents de cette époque? Ils disaient, on veut des services où mon enfant sera reconnu comme un enfant, comme un individu, et desservi. On ne pense pas encore à transition, hein, mais on veut que ces établissements à qui on confie nos enfants soient beaucoup plus humains que ce qu'ils étaient. Et il s'inspire des recommandations que Goffman a fait et des constatations pour forcer les gouvernements à repenser les services et à redéployer de nouveaux services, donc, éducatifs en bas âge pour les enfants. Donc, cette reconnaissance et aussi cette reconnaissance de l'État où les parents peuvent être plus actifs et décider pour leurs enfants, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Vous voyez? Bon, à tort ou à raison, on verra, mais certainement avec une préoccupation tout à fait humaine. Se développe le temps des services sous cette pression. Les maisons, donc, on casse un peu plus les institutions qu'on avait pour de petits établissements, mais la plupart du temps, on recrée le modèle institutionnel d'autrefois. On est encore dans des routines, on est encore dans des systèmes où la personne est peu consultée sur ses choix. On n'adapte plus les services en fonction des préférences des usagers, mais davantage en fonction du modèle institutionnel. En fait, c'est toujours un peu, depuis la création des établissements, le dilemme entre desservir des personnes ou répondre à des obligations de l'organisation. Vous voyez? Et la confrontation des deux ou l'harmonie entre les deux ne se fait pas facilement. Va arriver à cette période
de petites institutions. Là, je parle dépendant des lieux ou des pays, les années 55, 60, donc d'après-guerre. Et il y a une conscience un peu plus importante. Dans certains cas, les congrégations religieuses sont appelées à se retirer des services publics. C'est l'État qui prend la relève pour certains pays. Pour d'autres, on accentue davantage le fractionnement des grosses institutions pour devenir des plus petites, en gardant toujours le modèle qu'on connaissait auparavant et la direction médicale de ces établissements-là qui se transposent dans des plus petits établissements, notamment la psychiatrie qui traitait autrefois les personnes qui avaient une déficience intellectuelle. On s'aperçoit avec 3 auteurs majeurs que je vais présenter que ces établissements ne correspondent pas aux attentes qu'on avait. C'est un passage, peut-être un passage obligé, mais ce n'est qu'un passage vers la reconnaissance des droits, vers la reconnaissance des personnes comme étant des personnes à part entière. Okay? Et que pour ces personnes, ces 3 personnes que vous voyez, que c'est pour ces 3 personnes, les personnes ont des droits, mais les personnes peuvent se développer mieux s'ils sont au contact de situations, entre guillemets, normales, c'est-à-dire normales, semblables à ce que les autres peuvent vivre, avec les soutiens requis pour pouvoir participer à la vie communautaire, à la vie familiale, etc., trouver éventuellement un emploi pour ceux qui le peuvent, etc., mais d'être traités comme des citoyens à part entière en termes de reconnaissance de droits. Donc, vous avez Ben Mikkelsen du côté de la Norvège, vous avez Ben Nerrier, suédois, qui sont décédés, en fait, évidemment, tous les 3, mais plus récemment, Wolfenberger, qui travaillait avec Susan Thomas à l'Université de Syracuse à New York. Et Ben Nerrier, lui, avait déjà ancré dans les services d'après-guerre, parce qu'il s'est occupé des services pour personnes handicapées de son pays, où il est parti avec la conception suivante. Pourquoi incarcérer des gens de leur seule déficience intellectuelle? S'ils ne sont pas dangereux pour les autres, alors on ne devrait pas recréer les services d'avant-guerre. Vous voyez? Sous 9 principes qu'on pourra voir certainement avec la valorisation des rôles sociaux demain, je crois, avec des principes où la normalité, la normalisation, utiliser des moyens normaux, semble être plus la clé du succès pour permettre aux personnes d'apprendre et de voir respecter leurs droits ou de pouvoir les exercer. Avoir des droits, c'est une chose, les exercer, c'est autre chose. Wolfenberger, lui, va nous donner les outils permettant d'évaluer la qualité des services en fonction d'un idéal qui est l'intégration sociale. Et déjà, on commence à articuler, je dirais, à avoir une vue beaucoup plus précise, détaillée de ce que pourrait être un service qui aide à la participation sociale. Dès les années, je dirais, 1980, 72 notamment, son premier livre, et ensuite s'établit auprès d'établissements de gouvernement. Donc, cette philosophie, on pourrait faire différemment. Évidemment, des institutions passent aux services plus petits, multiples, que vous connaissez, parce que là, j'approche peut-être de votre époque. Donc, où on reconnaît plus les droits des usagers, on les enchâsse dans des lois, notamment, des projets personnalisés, on l'entend de plus en plus. Moi, quand je suis venu en Europe il y a 27 ans à peu près, et que je parlais de projets individualisés, à l'époque, j'utilisais le terme plan de service individualisé. Je me souviens d'un colloque, notamment en Belgique, puis c'était vrai pour l'ensemble de l'Europe, où il y a eu un tollé, il y avait vraiment un tollé des administrateurs qui ne voyaient pas comment on pouvait arriver à avoir un projet pour les personnes, pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Donc, ce n'était pas facile, c'était vrai en France, c'était vrai, ça commençait aussi à s'installer chez nous parce qu'il y avait une volonté de casser ce qu'on appelait les internats et d'offrir des services plus directement aux familles dans des services publics, entre guillemets, ordinaires, l'école, le service municipal, etc., le transport, et non plus d'offrir de façon ségrégée ces services aux personnes, mais d'intégrer ces services dans la communauté. Participation donc des usagers à des projets de services. Et aussi d'une participation des usagers aux décisions qui concernent l'organisation ou qui concernent leur vie
le plus possible. Donc voilà, la Convention des Nations unies, je vous en fais grâce. Non pas qu'elle n'est pas importante, elle est extrêmement importante, mais vous la connaissez davantage. On va parler maintenant d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société. On va se poser la question avec le modèle du processus de production du handicap ou de la nouvelle classification internationale des maladies, déficits et incapacités. On va se poser cette question au niveau de l'Organisation mondiale de la santé ou du modèle de production du PPH qui a été développé par Patrick Faudirlas et son équipe, où la notion de handicap va prendre une coloration différente qu'une coloration médicale, comme autrefois. Autrefois, pathologie, incidence, maladie ou handicap. Et c'est beaucoup plus complexe que le projet. On le verra cet après-midi, je crois. Et la façon, la conception de concevoir la situation handicap est complètement différente du modèle là, que je vous ai présenté au plan historique ce matin. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce sont les marges qui m'empêchent de participer comme citoyen? Est-ce que moi, dans mes limitations, est-ce un droit? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Autrefois, on ne se posait pas vraiment ce genre de questions. Donc, le temps des soutiens, c'est un édifice qui a été mal conçu, qui ne respecte pas mes droits, etc., etc. Donc, le processus de production du handicap nous a aidés à réfléchir à ça. Donc, reconnaissance des droits des personnes. Autrefois, on ne parlait pas du tout de ça. Ensuite, on a une définition beaucoup plus moderne de la déficience intellectuelle. Ce n'est pas uniquement la question du déficit du quotient intellectuel, mais c'est surtout le déficit aussi des comportements adaptatifs associés à des contextes de vie, d'accord, et des services disponibles qui font en sorte que je suis reconnu comme une personne en situation de handicap mental. Donc, la conception est beaucoup plus nuancée qu'autrefois et il porte moins la responsabilité uniquement sur la personne, mais une responsabilité partagée entre la société et la personne. Nos conférenciers sauront probablement développer cet aspect-là. Valorisation des rôles sociaux avec Wolfenberger, j'aurai l'occasion de vous en entretenir plus spécifiquement, qui apparaît, le processus de production du handicap, la qualité de vie, l'empowerment, l'approche positive de la personne, l'autodétermination, plusieurs référentiels qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir à nos pratiques et de pouvoir avoir des pratiques plus adaptées aux droits des personnes et plus respectueuses de leur développement aussi. Donc, on n'est pas peu outillés. Au niveau conceptuel, on l'est plus, et on commence de plus en plus à se donner des moyens de l'exercice de ces référentiels. C'est quand même un travail important. Ça sera probablement un travail qu'on devra poursuivre, parce qu'il y a toujours, peu importe l'époque, quelqu'un qui a l'excellente idée de regrouper les personnes et de les ségréguer. Ça va coûter moins cher, ils vont être plus heureux, ils vont entre eux, plutôt que d'être avec les autres, etc. Je n'irai pas dans le détail pour cette présentation, parce que mon bourreau du temps est devant moi ici. Il m'indique le temps qui me reste. C'est fini? Je comptais. OK, d'accord, je vais terminer alors. Accessibilité, choix, qualité, efficience. Éviter les ruptures dans la vie des personnes. Hein? Ce sont tous des défis qu'on a. Rendre accessible, leur permettre de faire des choix. Avoir une vie de plus haute qualité. Être efficient dans nos services, hein, c'est un rapport qualité-coût. Éviter les ruptures ou la fragmentation dans l'organisation des services, dans la prestation des services, dans l'intervention, dans le soutien. Donc, c'est des choses qui vont être importantes. On va vous permettre d'avoir des résumés. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent et ça va très vite. On va vous permettre d'avoir accès à cette documentation. Vaincre les résistances aussi hein, des communautés par rapport aux personnes qui sont différentes et respecter leurs différences. Donc, ce qu'on va avoir à faire face, bien sûr, une croissance importante de la population qui aura besoin de soutien, d'où, entre autres, le vieillissement aussi des aidants naturels, le vieillissement des personnes, bien sûr, qui va exiger encore plus de soutien, plus spécialisé, mais le vieillissement aussi des aidants naturels et peut-être des éducateurs aussi qui commencent à vieillir aussi, les éducateurs d'il y a 30-35 ans, donc avec une nouvelle relève, des modes de vie qui ont changé, de l'augmentation de l'espérance de vie des personnes, bien sûr, hein,
Rappelez-vous, il y a à peine 25 ou 30 ans, en trisomie 21, la moyenne d'âge avant le décès était autour de 45-46 ans. Maintenant, c'est courant de voir des personnes qui vivent facilement jusqu'à 70, 75 ans, là, ou 80 éventuellement. Donc, voilà, parce qu'on connaît mieux leur situation, on a plus de connaissances sur les problèmes physiologiques aussi qu'ils vivent et sur les modes de vie qui sont bien meilleurs qu'autrefois. L'incidence aussi, vous l'avez vu aussi au niveau de l'autisme, l'autisme qui est passé d'environ 0,09% d'incidence à tout près de 3-4%, dépendant des régions, dépendant des pays. Évidemment, les critères diagnostiques ont changé, ils sont plus fins, ils raffinent plus. Donc, dans leur filet, ils sont plus petits, les mailles sont plus petites. Donc, il y a beaucoup plus d'individus. Et aussi du fait que, enfin, je crois, j'espère, en tout cas, dans la plupart des pays, on ne parle plus de psychose infantile. On parle plutôt du spectre de l'autisme avec ses conséquences neurologiques ou neuropsychologiques. Bon. Donc, on est dans une étape différente de cette conception. Voilà, des contraintes supplémentaires. Vous éviterez peut-être pas, ici en France, je ne le sais pas, mais les compressions budgétaires. Il y a toujours un ministre des Finances à quelque part qui a la bonne idée de compresser. Et quand on compresse souvent sur les services où les gens ne parlent peu, ou manifestent peu dans les rues. Donc, la déficience mentale passe assez rapidement chez nous par rapport à l'autisme. Les investissements par rapport à l'autisme sont carrément démesurés. Je souhaite que l'autisme ait encore plus de budget, les services en autisme, mais il ne faudrait pas oublier aussi les personnes déficientes intellectuelles parce qu'il y a d'autres secteurs. Il faut aussi éviter ce que Einstein nous dit ici, que la folie, ce serait toujours de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Si je vais changer, mais je ne changerai pas grand-chose en pensant que les choses vont changer. Donc, ça prend des changements assez radicaux au niveau structurel, au niveau de la pensée, au niveau des valeurs et au niveau des référentiels pour vraiment y aller. Et je finis par cette diapo. En fait, on était probablement là il y a un siècle ou deux, où chacun essaie de faire son possible, de façon isolée, pour être capable d'aller chercher le fromage ou de desservir. On s'est concerté, puis on repartait chacun dans notre direction après, en pensant que ça pouvait aller mieux. Et maintenant, on est peut-être rendu à utiliser les collègues et autres pour essayer de voir plus clair, à partager nos connaissances, à apprendre de l'autre, etc., pour avoir une vision plus globale du service à donner, tout en ayant une spécialisation dans notre service. Donc, si je résumais, parce qu'il est grand temps de résumer, tu me l'as dit, si je résumais, au fur et à mesure, on a créé des institutions, on a médicalisé l'approche, et c'est heureux probablement pour cette époque, parce qu'on a pu donner des soins. On a multiplié les asiles et les institutions. On les a fait grandir et devenir relativement autonomes pour s'apercevoir maintenant, avec le corps de connaissances qu'on a maintenant, et les études qui ont été faites, que ces modèles ne permettent pas aux personnes de pouvoir vivre une vie qu'on appelle maintenant décente. Donc, fragmentation, etc. Et de nouvelles approches qui permettent aux personnes de pouvoir, le plus possible, d'être aidées pour vivre avec les autres concitoyens. Je vous remercie donc de votre attention. Merci Daniel pour cet exposé très clair et très intéressant. On peut le voir comme un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. Verre à moitié vide parce qu'on peut se dire que ça fait 5 siècles finalement qu'on s'intéresse à la question des personnes en situation de handicap et que, en dépit de 5 siècles de réflexion et d'avancée, la situation est encore très insatisfaisante, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé ta dernière diapo qui permet de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut quand même se satisfaire que les évolutions sur les dernières décennies ont été beaucoup plus rapides qu'elles ne l'ont été au cours des siècles précédents. Et on peut donc garder l'espoir et avoir l'énergie pour continuer à œuvrer pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. La parole est à la salle. Si vous avez des questions à adresser à Daniel Boisvert, n'hésitez pas, il y a des micros qui peuvent également circuler. Bien évidemment, c'est toujours la première question qui coûte. Il faut quelqu'un qui se sacrifie. Un volontaire. Un désigné volontaire. Je vais faire comme avec mes étudiants. Je vais vous interroger. Sinon, vous allez être condamné à aller à la pause. Ouais.
Vous êtes sûr? Vous n'avez rien à lui demander? Il a été parfaitement clair? C'est pas possible. Il ne peut pas être parfaitement clair. Ben, pourquoi pas? On pourra toujours, François, on pourra se reprendre aussi au courant de la journée avec l'ensemble des communications puis pouvoir échanger. N'hésitez pas, je vais être aussi parmi vous, mes collègues aussi. Si vous avez des questions, les poser, ça nous fera plaisir d'y répondre. Oui. Oui. C'est-à-dire, oui, pour moi, l'accompagnement est un terme générique qui est déjà employé de façon, à mon avis, plus satisfaisante que prise en charge. D'accord? Et les accompagnements peuvent prendre différentes formes. Dans le terme soutien, on suppose que la personne a déjà des compétences. D'accord? Et que le travail qu'on a à faire, ou la responsabilité, c'est de lui accorder juste suffisamment de soutien pour qu'il ne perde pas son autonomie et qu'il puisse continuer à vivre comme un citoyen avec les responsabilités, les obligations. Donc, à la fois, ça se rapproche, mais il y a cette petite différence qu'on porte moins le regard sur l'intervenant, mais sur la personne en termes de ce qu'elle a besoin comme soutien et comme intensité. C'est les deux concepts qui vont nous aider à mieux saisir cette dimension. Mais on est dans la même, je dirais, dans le même univers de concepts. Une autre question, maintenant que la voie est ouverte. Monsieur, oui, premier rang. Non, volontairement, parce qu'ils peuvent être multiples. Oui, mais... Pardon? Non, je suis resté plus vague sur ça parce que mes collègues, en après-midi, vont aborder cette question-là avec des exemples et avec des pratiques, avec des... Vous voyez? Et je ne voulais pas leur couper l'herbe sous le pied. C'est bien aimable. D'autres questions, observations? Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, évidemment. Bon, bien dans ce cas, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de prendre quelques minutes de pause, une dizaine, 2 minutes de pause, ou un petit quart d'heure. Et on se retrouve tout à l'heure donc, pour la conférence de Gwenaëlle Calves, Handicap et discrimination, ce que dit le droit.